Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette salle 2001 en ce début de dimanche pour parler du cerveau et de sa singularité. Alors on va parler robots, conscience et zombies. Voilà, ça vous donne un peu le programme. Après le cerveau singulier d'Étienne Klein, en plein décalage horaire. Enfin, il est quand même très en forme. On va parler de la singularité vraiment de nos cerveaux en règle générale. Mais alors, ce qui est marrant dans l'étude du cerveau, c'est que elle a ceci d'encore plus singulier qu'on est obligé de se servir de nos cerveaux pour mener des recherches sur le cerveau. Donc en fait, on n'est pas dans Tenet, on est dans Inception. C'est très Christopher Nolan en salle 2001 ce dimanche matin-là. Bref, bon, c'est vraiment une mise en abîme à laquelle on peut pas échapper. Mais en fait, plus que le cerveau, c'est la question de la conscience qui intéresse à la science-fiction et de nombreux scientifiques, notamment Stéphane Charpier ici présent que je vais vous présenter. Et comme, alors je vous divulgage un peu, hein, comme la question de la conscience, elle n'est pas tranchée ni scientifiquement ni littérairement encore, elle donne lieu à de nombreux livres de vulgarisation et à de nombreux romans, comme ceux qu'ont écrit mes intervenants d'aujourd'hui, et qui vont pouvoir nous en dire plus, évidemment, sur la manière dont ils traitent nos cerveaux si singuliers. Donc je vous présente Julie Courtenès. Tu es écrivaine, tu nous viens du Québec, tu es en plein décalage horaire, c'est aussi, voilà, c'est un leitmotiv ce matin aussi en salle 2001. Et tu as obtenu de nombreux prix pour tes romans, et le dernier, qui s'appelle La Vallée de l'étrange, est publié aux éditions des Paysages, en France en tout cas. Et Stéphane Charpier, tu es professeur de neurosciences à Sorbonne Université, directeur de recherche à l'Institut du cerveau, et tu as notamment travaillé sur des sujets extrêmement légers comme l'épilepsie, le coma et la mort cérébrale. Voilà, ambiance. Tranquille. Tranquille, tranquille. Et tu viens de publier Le cauchemar de Descartes chez Albin Michel. On reste sur une ambiance vraiment légère. Alors Julie, j'aimerais commencer par toi. Ton roman, il s'appelle La Vallée de l'étrange. Et moi, je l'ai appris, mais La Vallée de l'étrange, c'est un vrai concept. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce concept? Mais oui, bien sûr. Alors, bonjour tout le monde qui prend son dimanche ensoleillé pour venir parler neurosciences avec nous. Euh, alors, c'est un concept qui vient du Japon, la vallée de l'étrange. Euh, et en anglais, on appelle ça Uncanny Valley. Alors, c'est dérivé, en fait, d'une sorte de graphique d'affinité qu'on peut tracer entre quand on a un robot humanoïde, par exemple, et que ce robot-là a des grands yeux ou est mignon, alors là, on a beaucoup d'affinités avec ce robot-là. Et plus il ressemble à un être humain, ben, plus on a d'affinités. Mais vient un moment où la ressemblance est presque parfaite, mais au plus profond de nous-mêmes, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, la courbe d'affinité, tout à coup, se met à chuter drastiquement et un sentiment d'horreur sans nom nous envahit. Donc, on est dans la vallée de l'étrange. Euh, un bon exemple de ça, ça serait, vous savez, les images générées par intelligence artificielle depuis 2-3 ans, là, qu'on voit apparaître partout. Et qu'au début, l'image semble sympathique. Et plus on la regarde, et plus on se rend compte que les gens ont 8 doigts ou 34 dents, tu sais, des trucs vraiment... Non, ça c'est Michel Drucker, mais je ne sais pas si tu as la ref. Ah non, j'ai pas la ref. Waouh. Mais bref, on est dans la vallée de l'étrange dans ces moments-là. Voilà, c'est un concept de robotique. Et justement, Stéphane, je me demandais si on pouvait expliquer ce principe de vallée de l'étrange par les neurosciences. Bon, vous commencez par une question facile, ça c'est bien, Bah merci. oui, bon, on y va doucement, c'est dimanche matin, on n'est pas Ouais. là pour faire du mal aux invités, enfin. J'ai pas de réponse toute faite pour répondre à cette interrogation, mais par contre, il y a un truc que le cerveau déteste, ce sont les conflits. Alors on peut imaginer, c'est en fait l'idée que je me fais quand j'ai réfléchi à cette question, de la relation qu'il peut y avoir de dissonance, de discordance entre un robot très humanoïde, donc qui est très proche d'un point de vue anthropomorphique avec un être humain, et puis, donc ça c'est en termes de représentation mentale, et puis la manière avec laquelle notre cerveau, pendant de longues années depuis notre naissance, a construit, avec les propriétés des neurones, les propriétés des circuits de neurones, a construit la représentation de ce qui fait visuellement un être humain. Il est très probable
qu'on va être dans une situation de conflit entre une image qu'on perçoit qui est proche d'une réalité qui est déjà présente en nous, et le fait qu'on sent quand même quelque chose d'un peu étrange, justement, le mot étrange vient de là, qui est que ça n'est pas exactement ça. Alors, il y a quelque chose qu'on connaît tous et qui ressemble un peu à ça. C'est dommage que je ne vois pas le public, mais je peux m'adresser au public ou pas? Bah, évidemment, il ne faut Mais s'adresser je vois qu'au rien, public. j'ai un mur noir devant moi. On ne vous voit pas. Mais est-ce que vous avez tous ressenti déjà le sentiment de déjà-vu? Vous pouvez lever la main ou pas, ceux qui ont déjà ressenti ça? Waouh! Ouais, Tout le bon. monde, en fait. Attends, qui ne l'a jamais Ceux ressenti? qui l'ont pas ressenti sont des extraterrestres. Ah, y en a-t-il dans la salle? Ou des menteurs, Ah, ou des timides, je sais pas, mais autre chose, quoi, que des êtres humains. je ne poserai pas la question. Non, je rigole, hein, ça peut arriver qu'on ne ressente pas, mais c'est quand même étrange qu'on ne le ressente pas. Et qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on ait ce sentiment de déjà-vu? Parce que le sentiment de déjà-vu, c'est un truc qui nous arrive tout le temps. C'est-à-dire, on va dans un endroit, on est déjà allé, on arrive, on reconnaît l'endroit, on n'a pas sentiment d'étrangeté. On est d'accord, quand on va tous les jours au boulot, même si c'est pénible, on arrive à un endroit qu'on a déjà vu, on n'a pas le sentiment d'étrangeté, même si on est un peu écœuré d'être là. Okay, bon. Par contre, il y a des fois, on arrive à des endroits, on a le sentiment d'étrangeté, d'avoir déjà vécu quelque chose, mais pourquoi on a le sentiment d'étrangeté? Parce qu'il y a un conflit dans notre cerveau, ça maintenant on le sait un petit peu, c'est pour ça que je prends cet exemple, parce que ça on peut l'expliquer, il y a un conflit dans notre cerveau qui fait qu'on met probablement, enfin c'est mon hypothèse que je développe dans le bouquin d'ailleurs, qui est qu'à un moment donné, on va mettre en jeu les circuits de neurones du rappel, d'accord, donc ils vont nous rappeler quelque chose, mais dans une condition qui est inappropriée, dans une condition où ce que l'on vit n'est pas quelque chose qu'on a déjà vécu. Donc on a le sentiment un peu étrange, du coup, on a le sentiment un peu confus, un peu dérangeant, que ce que l'on est en train de vivre est réel parce qu'il est sous-tendu par les mécanismes du rappel, alors que ça n'est pas le cas. Et ça c'est une idée que je me fais générale, donc je pense que le sentiment d'étrangeté dans ta vallée doit être quelque chose qui ressemble à ça. Eh bien, merci les neurosciences. Je lis dans votre roman, le héros, enfin un des héros, est un petit robot qui représente un enfant, un petit garçon, enfin un petit robot garçon du coup. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix d'un robot enfant? Est-ce que c'est parce que son cerveau, je mets beaucoup de guillemets avec les mains, comme une boumeuse, est-ce que c'est parce que son cerveau est conçu pour apprendre que vous avez fait ce choix du très jeune âge du robot? Ben, c'est un aspect, mais c'est surtout parce que je voulais faire appel au mécanisme de l'attachement. Me servir ben, je dis moi, là, mais en fait, c'est le personnage dans le roman qui crée cet objet, en fait, se sert de toutes les stratégies connues pour rendre l'objet absolument irrésistible. Et elle commence, au début, c'est pas un enfant, au début, c'est une sorte de peluche qu'on a envie de câliner tout le temps. Et l'objet a beaucoup de succès, et avec les années, il viennent plusieurs itérations, plusieurs versions de l'objet qui devient de plus en plus complexe, jusqu'à ressembler à, je dirais, un enfant, mais en même temps, dans le livre, c'est très clair que les gens peuvent pas confondre un vrai enfant humain et la machine. Mais cela dit, même si les gens savent pertinemment que c'est pas un enfant humain, ils sont incapables de s'empêcher de s'attacher à la machine. Et non seulement il y a ces mécanismes-là de l'attachement, mais aussi ça fait appel à notre patience. Parce que cette machine-là va se tromper, ou va faire des erreurs, ou va avoir des réactions inappropriées. Et le fait qu'on l'associe à un enfant, ben on pardonne facilement, on est plus indulgent envers elle. Donc c'est le mécanisme, disons, imaginé par un de mes personnages quand elle crée le robot pour en faire quelque chose d'irrésistible. Ça fait appel justement à toutes nos connexions évolutives qui fait qu'en sorte qu'on est poussé de manière instinctive à aimer, à s'attacher aux enfants. C'est le même mécanisme que la compagnie Disney. Hein. Tous les personnages de Disney sont dessinés avec un certain barème de proportion des yeux par rapport au visage, la grosseur de la tête par rapport au corps. Tu sais, les bébés mammifères ont des grosses têtes, des grands yeux, et on est porté à trouver ça mignon. Ben, c'est un peu le même principe avec le personnage de Sim. Ouais. Oui, il s'appelle Sim, effectivement. Alors par contre, vous dites irrésistible, mais quand il bug, il pleure et il s'arrête plus de pleurer.
Est-ce vraiment irrésistible? Moi, je ne sais pas, mais moi, ça me. Ben, D'ailleurs, ben, les gens l'abandonnent. quand il bug. oui et non, en fait, ça fait appel à tout ça, dans le sens qu'un enfant qui pleure, on veut régler la chose. Donc, ça pousse les gens à résoudre le problème. Donc, en pleurant, le robot fait en sorte qu'on va réagir, on va intervenir pour justement le ramener à son état normal. Mais évidemment, ça presse tous nos boutons. Donc, éventuellement, si on n'arrive pas à, disons, récupérer notre robot, ben, les gens sont plus capables. Ils deviennent complètement écœurés, donc ils vont abandonner parce qu'ils sont plus capables. Un peu comme les gens qui abandonnent leurs enfants qui pleurent la nuit, là, c'est la même chose. Dans la forêt. Oui, dans la forêt, voilà. C'est courant ici, hein? C'est courant, oui, bien sûr. C'est très fréquent, oui. Très fréquent. Moi, je ne sais pas, j'ai pas d'enfants. Mais parce que je les ai abandonnés en forêt. C'est donc ça. Revenons. C'est une blague. Trop tard, c'est enregistré. Hein, Revenons au cerveau humain. Tu écris, Stéphane, dans ton livre, alors en parlant de la personne qui est en train de te lire, donc le lecteur ou la lectrice, je te cite, « Il est rigoureusement impossible de prédire précisément les fluctuations électriques produites par votre cerveau, mais je peux à coup sûr me figurer la forme générale de vos ondes électriques cérébrales. » Fin de citation. Donc, si on renverse la situation et qu'on imagine que l'intégralité des têtes des personnes du public sont remplacées par leur électroencéphalogramme, expérience de pensée, c'est horrible. seriez-vous capable de savoir qui écoute avec attention, qui somnole et qui dort profondément? Alors, juste en regardant les électroencéphalogrammes. Oui. Oui, alors, Enfin, on veut la réponse. presque. Ah, presque. Alors, pour ça, j'ai besoin d'incarner ma démonstration. Alors, Florence, tu vas me servir de cobaye, ça va, ça? Ah. Non, mais tu peux rester là, hein, ça n'a pas de souci. Très bien. Donc, en fait, je vais prendre ce que je vais faire, je vais prendre le public à témoin. Très bien. D'accord. Bon. Ça fait beaucoup de témoins. Supposons que vous et moi, nous placions en ce moment, enfin, à cet instant, une électrode très délicatement sur le cuir chevelu de Florence. Bon. On va voir quelque chose, on va voir en fait des fluctuations électriques, de potentiel électrique. Et ces fluctuations que l'on voit, il faut bien expliquer d'abord ce que c'est qu'un électroencéphalogramme, je ne vais pas être trop long, rassure-toi. Les fluctuations que l'on voit, elles sont dues en fait à des tout petits courants qui traversent les connexions entre les neurones qu'on appelle des synapses. Alors il faut imaginer la quantité de synapses qu'il y a dans le cortex cérébral. Si on prend 1 mm3, c'est-à-dire une tête à peu près d'allumette, il y a environ 500 millions de connexions synaptiques. Et chacune de ces petites connexions va produire un petit courant. Et notre électrode posée à la surface du crâne, notre électroencéphalogramme, donc, va enregistrer en fait la somme. Alors, c'est pas une somme linéaire, mais enfin, va enregistrer la somme de tous ces courants. Et la somme de tous ces courants, en fait, c'est un reflet extrêmement fidèle de l'état de conscience et de l'état de vigilance, parce que ça reflète l'activité des neurones de notre cortex cérébral, qui contrôle justement notre état de conscience. À cet instant, je peux faire un truc. Là, tu me regardes, donc je vois que tu es vivante, a priori. Oui. Tu es éveillée. Oui. Ça, c'est pas sûr, mais on peut te croire. J'ai Tu es pris note, consciente, c'est pas sûr non plus, mais on peut te croire. je pense. On peut aussi. Et tu es en plus attentif à la situation parce qu'il y a un tout petit peu de stress en nous. On est devant un public extrêmement nombreux et de très grande qualité, alors on a peur de dire des bêtises. Et puis, donc, on est là. Donc, ton cortex, il va répondre à un certain profil en termes d'activité électrique. C'est plutôt une activité rapide, avec des fluctuations qui peuvent aller jusqu'à 40, 50, 60, 100 fluctuations par seconde. Okay. Puis en plus, ça va être de toute petite amplitude. Okay. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la raison de la petite amplitude, mais c'est comme ça. Supposons que quelqu'un dans l'assistance, et il y en a, je sais, sont en train de s'assoupir déjà parce qu'ils s'ennuient de ce que je raconte, je verrai quelque chose qui change dans leur électroencéphalogramme. Cette activité va se ralentir, elle va être de plus grande amplitude, etc. Et finalement, ce soir, on va tous se coucher, enfin j'espère, et finalement on va avoir des ondes encore plus grandes, encore plus longues, et ça sera caractéristique du fait qu'on est en train de plonger dans un état d'inconscience physiologique qui est celui du sommeil lent. Toute notre existence, toute notre vie en fait, c'est parcourir ces modifications d'activité électrique de notre cerveau qui sont des reflets de notre état de conscience et de notre état de vigilance. Donc oui, je pourrais dire, mais par contre, ce que je ne peux pas faire, et j'insiste là-dessus dans le livre et devant tout le monde, c'est que je ne peux pas prédire exactement ces fluctuations. Non seulement elles sont différentes entre chacun d'entre nous,
Moi, ça fait 35 ans que j'enregistre des cerveaux et j'ai jamais vu des activités qui se répliquent à l'identique. Ça n'existe pas. Ça, c'est une singularité interindividuelle qu'on a. Mais en plus, au cours de notre existence, au cours de notre journée, par exemple, on a l'impression de vivre une journée un peu comme les autres. Mais si je regarde cette activité électrique qui se développe au cours de la journée, elle n'est jamais la même à aucun moment. Elle ne va jamais se répliquer à l'identique non plus. Donc non seulement nous sommes singuliers entre nous, mais plus étonnamment, nous sommes singuliers vis-à-vis de nous. Et ça, c'est un peu un mystère, parce que... Non, je parle trop peut-être. C'est aussi un mystère parce que finalement, notre cerveau change tout le temps. Non seulement il change en activité, il change en structure aussi. Ça, on ne s'en rend pas compte, évidemment. Sauf si on va regarder dedans, évidemment. Mais non seulement notre cerveau change tout le temps, mais pourtant, nous sommes toujours la même personne. Vous voyez le problème ? Et ça, c'est quelque chose qui montre cette singularité qui correspond avec cette variabilité qui est en fait un faux paradoxe. Oui, oui, on va y revenir. Mais avant, Julie, je voudrais citer aussi un passage de ton roman qui m'a fait beaucoup rire. Au vu de ce que j'avais déjà lu du livre de Stéphane, c'est qu'à un moment, il y a un scandale qui vise donc Sim, le petit robot, parce qu'une femme estime qu'il est devenu conscient et qu'il faut le protéger. Et tu décris les effets médiatiques de ce scandale, et tu écris cette phrase que je cite, « On se méfie de l'influence des neurosciences sur le libre arbitre ». Est-ce que tu peux développer ça ? C'était... C'est contre moi, ça. Exactement, c'est contre toi. Non, c'est peut-être pas contre personne. C'est dans l'optique où je désapprouve les gens qui se servent des découvertes scientifiques contre nous-mêmes. Par exemple, toutes les failles ou les faiblesses de notre cerveau sont exploitées pour nous vendre des trucs. Par exemple, notre désir de faire partie du groupe, notre besoin fondamental en tant qu'être humain d'appartenir à une communauté, notre désir de se conformer. Alors, on nous vend des trucs en disant, mais voilà, vous allez être unique, mais en même temps, vous allez être comme tout le monde. C'est ce genre de truc où encore, par exemple, l'industrie agroalimentaire qui a rapidement compris on est attiré vers les aliments sucrés, gras, salés, et elle nous vend toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement nutritives. Mais voilà, autrement dit, on exploite ces failles-là de notre cerveau, qui est en fait j'allais dire une viande primitive. Et voilà, c'est pour ça que je dis que les neurosciences sont utilisées pour jouer avec notre libre arbitre. Mais en même temps, bon, ça ouvre toutes sortes de portes comme truc, dans le sens où est-ce qu'on est seulement le produit de cette espèce de soupe de nos neurotransmetteurs dans laquelle on baigne, quelle est la place du libre arbitre là-dedans, ça reste à déterminer, qu'est-ce qui fait qu'une conscience émerge de ça, j'ai pas la réponse. Donc c'est une petite phrase, mais qui englobe un peu toute cette réflexion-là. Puis là, quand j'ai vu la question, elle m'a envoyé les questions d'avance, il a fallu que j'aille relire le paragraphe. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Non, mais pourquoi j'ai écrit ça? Dans le sens où j'en reviens pas d'avoir écrit ça, puis d'avoir juste laissé ça comme ça en fin de paragraphe, au lieu d'avoir développé 3 pages sur ça. C'est quand même fou. Alors, ouais, probablement que j'étais pressée. Je sais pas. La cuisine des autrices quand elles écrivent. Alors ça m'a fait rire parce que en fait je lisais un petit peu les 2 livres en même temps pour voir comment ils pourraient se répondre, et toi tu démontres dans ton livre, enfin tu nous expliques qu'on a démontré que le libre arbitre n'existe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que moi je l'ai appris à cette occasion et je t'avoue que mon cerveau a implosé et qu'il s'est toujours pas remis dans l'ordre. C'est pas grave en fait. Ah bon, tout va bien. Bon, d'abord, je pense que, Julie, pour te répondre, je comprends ce que tu as dit très très bien. Je pense que dire que le libre arbitre tel qu'on le conçoit habituellement n'existe pas, ça n'est pas utiliser une faiblesse du cerveau humain, ni de la personne humaine. C'est juste décrire la manière avec laquelle nos décisions conscientes vont avoir un effet ou pas dans nos comportements quotidiens. C'est juste ça, mais ça ne change rien sur notre existence,
qui est nécessairement guidée et nourrie par nos expériences internes, intérieures, notre secret intérieur qui fait que nous avons une relation au monde, nos constructions, notre relation au monde, et elle va se représenter à l'intérieur de notre sphère mentale. Mais si la question de savoir si, est-ce que notre intention mentale, cet acte mental qui consiste à vouloir consciemment, après une délibération libre, vouloir agir pour réaliser un acte donné, est-ce que ce que je viens de dire là est vrai? La réponse est non. La réponse est non, mais ça n'est pas grave en fait, ce n'est pas un problème. Mais si on sait que la réponse est non, c'est parce qu'on a démontré, et d'ailleurs ça ne pouvait pas être autrement, dans un sens on peut en discuter si vous voulez, mais en fait ça ne pouvait pas être autrement parce que quelle que soit l'activité mentale qui va être produite par notre cerveau, y compris, et de manière très importante, l'intention mentale d'agir, l'intention mentale consciente d'agir, toute cette activité phénoménale qui construit notre sphère mentale est un produit de l'activité de nos neurones. Je suis désolé, mais on ne peut pas se défaire de ce principe-là, qui est un principe en fait déterministe, qui est très simple. On a et je ne dis pas qu'on a tout expliqué, mais un truc qui est sûr, et on le sait depuis très longtemps, eh bien, dès qu'on a une idée, dès qu'on a une pensée, dès qu'on réalise un mouvement, dès qu'on a une sensation, tous ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes qui sont déterminés par un certain pattern d'activité neuronale. Ça, on le sait. Et ce qu'on a montré, alors on peut dire, bah, ok, mais ce n'est pas très grave, après tout peut se produire en même temps. Bon, en même temps, c'est-à-dire qu'on aurait à la fois l'intention consciente d'agir et on réaliserait du coup le mouvement dans la foulée. Sauf que ce qui a été démontré il y a une quarantaine d'années, c'est que cette intention mentale d'agir, libre, soi-disant libre, elle est précédée dans le cerveau par une activité neuronale qui, elle, commence plusieurs centaines de millisecondes avant. Mais cette activité neuronale préconsciente, eh ben, elle n'est pas consciente, justement. Donc notre cerveau a agi sans nous prévenir pour commencer à mettre en œuvre des activités neuronales qui vont finir par réaliser un comportement. Ça, c'était il y a 40 ans. Il y a une dizaine d'années, d'autres chercheurs qui ont pu faire les choses un peu plus précisément ont mis des électrodes à l'intérieur du cerveau des êtres humains. Là, c'était dans le cas de chirurgie de l'épilepsie, enfin, peu importe. Ils ont enregistré les neurones. Et là, ils voient que les neurones, dans une aire particulière du cortex cérébral, vont commencer à s'activer 2 secondes avant que l'on ait eu l'intention consciente de vouloir agir. Et encore plus loin, et là, du coup, ça devient terrifiant, Julie, accroche-toi. Et encore plus récemment, un groupe de chercheurs qui avait publié un très très beau papier dans la revue Nature ont montré qu'on peut, avec d'autres paradigmes, mais ça revient un peu au même, montrer que certaines régions du cerveau s'allument. Quand je dis s'allument, c'est d'un point de vue métabolique, vont s'allumer presque 10 secondes avant qu'on ait décidé consciemment d'agir. Donc tout se passe comme si, je m'excuse si ça ne plaît pas à certains, mais c'est pas, en fait, tu vois, c'est pas grave. En fait, je considère que c'est pas grave, moi, que notre cerveau, votre cerveau, le mien, tous les cerveaux qui sont présents dans cette magnifique amphithéâtre, eh ben, prennent des décisions sans nous prévenir. Et quand je dis nous, là, je m'adresse à ce qui fait notre personne, et pas notre corps ou notre cerveau, notre personne consciente, qui est un peu à la traîne du coup. C'est un peu à la traîne, mais notre existence, elle se poursuit et elle est ce qu'elle est et ça ne la déprécie pas, chère Julie. Je t'ai pas convaincu, je crois, mais je vais essayer de te convaincre. On est toujours à la bourre par rapport à nous-mêmes, quoi, si je traduis en termes... On est toujours à la bourre par rapport à notre cerveau. Par rapport à notre cerveau. Bien, aujourd'hui, on s'interroge, est-ce que nos cerveaux vont bien? Alors, ce qui est très perturbant... Ça peut être pire, ceci dit. Ça peut être pire, oui. Alors, on va peut-être s'arrêter là pour l'instant. Je ne suis pas prête. Je peux vider la salle si tu veux. Ce serait dommage. Julie, ce qui est très perturbant dans ton roman, c'est que en fait, tu décris comment lui, Sim, il prend ses décisions. Alors, on ne sait pas si son cerveau, à lui, les prend 10 secondes avant qu'il en ait conscience, mais notamment, en fait, à un moment, il doit fuir la ferme dans laquelle il vit. Et ces décisions, tu les expliques par son code, par ses algorithmes, par des statistiques, mais au final, le résultat, il ressemble beaucoup à une décision prise par un être humain selon des critères tout simplement rationnels. Donc en fait, il choisit de fuir parce qu'il a besoin de sécurité. Il dit qu'il y a un pourcentage plus élevé de chances d'être tranquille dans une forêt plutôt que près d'une route, ce qu'on peut aussi se dire en tant qu'être humain, etc., etc. Et en fait, ça m'a déstabilisée parce que je ne savais pas trop si tu voulais nous faire réfléchir sur une machine qui voulait tendre vers l'humain ou sur le cerveau humain qui peut parfois avoir un fonctionnement de machine à réfléchir très, très rationnellement. Alors, quel était ton objectif ? La réponse courte à ça, c'est oui.
euh, pour les deux choses. Mais c'est exactement ça, dans le sens où je voulais montrer à quel point la frontière est poreuse entre les deux. On a tendance souvent à considérer l'informatique, la programmation comme quelque chose d'un peu magique. Surtout pour les gens qui en ont jamais fait, c'est vu comme une habileté presque surnaturelle, être capable de coder. Puis avant d'écrire La Vallée de l'étrange, j'avais une grande frustration par rapport au fait que je connaissais pas ça. Puis je me disais, il me semble que ça se peut pas que toutes les personnes qui codent soient nécessairement des génies. Donc je me suis lancé le défi de retourner sur les bancs d'école et j'ai fait vraiment un programme de 2 ans pour aller chercher un diplôme de programmation. Donc maintenant, je peux vous coder un logiciel. Bon, je dis ça, mais ça fait 3 ans que je n'ai pas écrit une ligne de code, mais vous comprenez, ils m'ont vraiment donné mon papier. J'aurais pu travailler chez Google ou au coin de la rue. J'ai même fait un stage de 6 mois chez Hydro-Québec où j'ai programmé un plugin pour AutoCAD et je fais encore des cauchemars 3 ans plus tard. Mais tout ça pour dire que la conclusion de ce long préambule, c'est que les ordinateurs, c'est pas magique. Et il y a un facteur très humain dans l'ordinateur parce que c'est programmé par des gens comme vous et moi. Et même si c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, c'est pas magique ça non plus. Il y a beaucoup de programmation, j'allais dire traditionnelle, même dans la programmation, même dans l'élaboration des logiciels d'apprentissage machine avec. C'est assez simple, la programmation. Il y a des principes de base comme le booléen, c'est-à-dire est-ce que c'est ça ou c'est ça? Alors, si c'est ça, on fait ça. Si c'est ça, on fait ça. Ou encore, on répète la même chose, on appelle ça des boucles. Donc, tant que telle chose n'est pas résolue, ben refait la même opération. Donc, tout ça est programmé par... c'était ma bouteille d'eau, je suis désolée. Tout ça est programmé par des humains. Et donc, la machine nécessairement adopte la manière de raisonner d'un humain. Parce qu'en fait, tout ça, ça se résume à des opérations mathématiques, vrai, faux, logique, etc. Et en même temps, je m'intéresse beaucoup aux frontières, comme on disait plus tôt, dans le sens où, nous, on est des sacs de viande, on est des machines de viande, on est des impulsions électriques. Un paquet de neurones, voilà. Donc, et de cette complexité apparaît 10 secondes avant nos actions. Et de la même manière, une machine est sensiblement la même chose, dans le sens où c'est fait en silicium plutôt qu'en viande, mais c'est aussi des impulsions électriques et des prises de décision. Et arriverons-nous un jour où de ça émergera quelque chose? Voilà. Stéphane? C'était tout ce que tu as dit a fait écho avec la manière que j'ai de penser le problème d'une autre manière. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vais expliquer. Oui, je suis pendue à tes lèvres. Non, mais Ils sont super, moi je kiffe, hein. Moi je passe un très bon moment. En fait, là, tu as fait une comparaison qu'on fait beaucoup, que tout le monde fait, c'est-à-dire de comparer en fait une intelligence artificielle ou n'importe quel ordinateur avec le fonctionnement du cerveau. D'accord? Je peux dire un gros mot ou pas? Bien sûr. Ça, c'est une énorme connerie. Ah. Énorme. Et ça m'énerve énormément, en fait, tu vois. Pour une raison très simple. D'accord? Bon. Quel type d'information va être fabriqué par une machine, en fait? C'est la question qu'on doit se poser. Si on considère les systèmes habituels, on a des systèmes qui vont être codés numériquement. Alors on s'est dit, oui, bah alors c'est comme tu disais, c'est un truc électrique. Alors effectivement, dans le cerveau, il y a des impulsions électriques qui pourraient représenter un code numérique, avec des bâtons, des 1 et une succession de 0 et de 1. On peut représenter comme ça. Sauf que dans le cerveau, il y a un autre truc qu'aucune machine ne possède, et ne possédera, je ne vais pas dire ça, mais peut-être ne possédera jamais, qui est la capacité indispensable d'incertitude.
Ça, c'est un truc que l'on a en nous et quelque chose qui est très bien décrit. On a beaucoup travaillé là-dessus au laboratoire, qui fait que, par exemple, contrairement à une machine, là tu me regardes, Florence, supposons que je te stimule régulièrement ou pas régulièrement, peu importe, avec exactement la même image visuelle. D'accord ? Tu vas te représenter mentalement une image qui va ressembler à celle que je t'ai présentée avant, puisque c'est la même. Mais si je regarde la réponse de tes neurones à chacune de ces stimulations, d'accord ? Cette réponse, elle sera toujours différente. Toujours différente. Par contre, là je vais dire une horreur et je m'excuse, si tu tombes dans un coma très profond, on a travaillé sur des patients comme ça, dans un coma extrêmement profond, on va stimuler leur cerveau et leur cerveau va répondre comme celui d'un ordinateur. Il va répondre de manière extrêmement fiable et régulière. Ça répond, paf, on a une réponse qui est toujours la même, qui est compatible avec l'idée qu'on se fait du fonctionnement du cerveau par rapport à la production d'une image fiable et constante. En fait, c'était pour rebondir, là je finis pour conclure ce que tu disais, en fait, un bon cerveau, ce qui fait la différence entre un cerveau et une machine, c'est que le cerveau, il a des capacités qu'aucune machine ne possède, qui est la capacité d'utiliser l'incertitude pour permettre son bon fonctionnement. Ce qui fait la qualité de notre cerveau, c'est le fait qu'il fonctionne mal. Mal au sens, on pourrait interpréter le fonctionnement d'une machine. Si vous rentrez dans... Supposons que vous avez un truc, vous avez 2 plus 2 égale 4. Puis après 2 plus 2 égale 5. C'est quoi cette machine à calculer? C'est quoi cet ordinateur qui déconne? Un cerveau humain, il peut déconner comme ça. Mais c'est ce qui fait le cerveau humain. Et c'est ce qui fait aussi sa créativité. Donc on pourrait développer. Mais en fait, cette incertitude, elle est indispensable à notre bon fonctionnement. Y compris quand on est rationnel, comme on dit, ce que je ne sais toujours pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Mais j'aimerais ajouter, je fais l'avocat du diable, là, mais qu'il y a des manières de programmer un ordinateur pour de programmer un code, d'amener un élément d'incertitude. C'est-à-dire, on peut amener, faire un calcul, puis amener une variable, puis la lancer dans le code, juste pour que la réponse soit différente à un même stimuli. La différence fondamentale, c'est que l'incertitude dont je parle, elle est interdépendante avec ce qui est produit par la machine, le cerveau en l'occurrence. C'est-à-dire, en fait, cette incertitude, elle est intrinsèque au système, tu vois, et elle dépend elle-même c'est un peu compliqué maintenant, là, ce que je fais. Non, mais moi... Et en fait, elle dépend elle-même du code numérique du cerveau. C'est-à-dire, quand je parlais tout à l'heure de ce code en 1 et 0, que tout le monde connaît, le code qui était plutôt un code, on dit analogique, un code continu qui fluctue, ils sont interdépendants. Et ça, je comprends ce que tu dis, mais ça ne marche pas comme ça, même quand on introduit de l'incertitude dans un programme informatique. C'est artificiel comme incertitude. Là. Ça n'a rien à voir avec la manière qu'on est tricoté. Ben voilà. Ouais. Donc le code essaye de reproduire l'incertitude du cerveau humain, mais ça restera toujours une incertitude artificielle, tandis que l'incertitude naturelle ne saura jamais être répliquée vraiment. Alors en fait, si on faisait ça, enfin, je ne sais pas s'il y a des informaticiens dans la salle. Y a-t-il des développeurs dans la salle? Oui, je pense oui, qu'il y en a. quelques-uns. Alors moi, j'aimerais avoir leur avis. Non, mais moi, donc en fait, j'aimerais savoir s'ils sont capables. Moi, ça m'intéresse, par exemple. Parce que nous, ce qu'on utilise pour l'instant dans le laboratoire, on utilise l'intelligence artificielle pour faire des calculs de prédiction, par exemple, sur essayer de bref. Mais ce qui nous manque quand même, un peu, si on s'intéresse au fonctionnement physiologique des systèmes biologiques, c'est cette incertitude intrinsèque au système. Intrinsèque, j'insiste sur le mot intrinsèque. Ouais, c'est dans l'essence même de notre cerveau. Alors que l'autre, faut programmer volontairement une erreur, ce qui est fondamentalement différent. Ouais. C'est ça. Alors justement, on va rester sur la programmation. Je vais te citer encore Julie. Donc à un moment, il y a donc une femme qui estime que le petit robot est devenu conscient. Et on lui explique que non. Et voilà ce qu'on lui dit. Donc c'est la personne qui a conçu le logiciel qui lui répond. Il a été programmé pour être affectueux. C'est sa raison d'être, faire plaisir. C'est un programme informatique, une suite d'instructions très précises qui lui indique comment agir. Mais tout a été pensé pour toucher aux régions du cerveau des clients impliquées dans les mécanismes de l'attachement. Et il faut déconnecter vos réactions instinctives et regarder la situation de manière rationnelle. Et je vais répéter cette dernière phrase. Il faut déconnecter vos réactions instinctives et regarder la situation de manière rationnelle. Est-ce qu'on pourrait écrire cette phrase
à chaque page d'IA conversationnelle pour qu'on n'oublie pas qu'il s'agit d'une IA, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien dans la presse que la réalité dépasse un peu la science-fiction, avec ces personnes qui tombent amoureux de leur chatbot ou malheureusement des suicides après des conversations avec l'IA. Donc, est-ce que Julie, tu penses que nos cerveaux ne sont pas encore prêts aujourd'hui à appréhender correctement ce que nos mêmes cerveaux ont conçu? Moi, je ne veux pas blâmer les gens qui se laissent prendre à la magie apparente de ce qu'on vit présentement avec les avancées de l'informatique. Le passage que vous avez cité, c'est une conversation avec une employée. Donc, c'est pour ça qu'elle lui demande d'être rationnelle. Écoutez, vous travaillez dans l'entreprise, vous savez ce qu'on fait, vous savez que c'est pas réel, c'est comme un numéro élaboré de magie. Je voulais dire prestidigitation, mais je ne sais plus comment le dire, fait que je vais opter pour le mot magie. Donc, c'est vraiment ça, c'est un tour de magie, un peu comme, je ne sais pas, au début, les premières projections cinématographiques, les gens s'évanouissaient quand ils voyaient le train arriver dans l'écran. Mais je pense que dans quelques décennies, on va regarder notre réaction avec les logiciels de conversation, puis on va se dire, mon Dieu, ces gens-là étaient primitifs, là, ils vont rire de nous. Cela dit, la question que je me pose dans ce roman-là, c'est pourquoi on crée ces objets-là? Pourquoi on crée cette illusion-là? C'est quoi l'intention derrière? Et dans le livre, c'est une manière de faire de l'argent. Parce qu'on vend le produit, ce produit absolument irrésistible, qui comble certains besoins. Puis une autre question qui traverse le livre, c'est est-ce que, en ayant programmé ces objets-là pour agir d'une certaine manière, est-ce que ce serait une façon d'accepter certains tabous ou d'accepter certaines déviances? Dans le sens où si on exerce certaines déviances sur une machine, ben en théorie, il n'y a pas vraiment de victime. Donc, est-ce que ça rend un tabou plus acceptable en société? Est-ce une manière de notre société de gérer certaines déviances? Je n'ai pas la réponse en passant. C'est vraiment une question qui traverse le livre. Et en même temps, cet anthropomorphisme qu'on a envers les objets, eh bien, si on leur accorde trop de traits humains, bien, on va en venir à considérer ces objets-là comme des victimes. Donc, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. Mais en même temps, ça fait appel aussi à toutes nos... Au-delà d'être une manière de gérer la déviance, ça peut être aussi une manière de laisser libre cours à notre cruauté. Pourquoi on crée ces objets-là? C'est encore une fois la question, pour faire de l'argent, mais aussi pourquoi on achèterait cet objet-là? C'est pour avoir envie d'exercer un contrôle, avoir envie de faire souffrir quelqu'un, dans le sens où l'illusion est tellement parfaite que on a l'impression qu'on est dans une relation extrêmement inégale et comble un certain besoin maladif de contrôle ou de sadisme. Donc, c'est ces questions-là qui traversent un peu le livre. C'est très léger, hein, comme conversation. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il faut se débarrasser du capitalisme? Oh là, oh là. Ouais, Bon, c'est autre chose. Bravo. Moi, je veux bien, mais ça dépend par quoi on le remplace. Hein. Ça, c'est une très, très bonne remarque. Et bien justement, pour rester dans cette histoire d'illusion et de réel, toi, Stéphane, dans ton livre, à un moment, tu dis « Nous pouvons être conscients uniquement de ce que notre cerveau a décidé de considérer comme réel pour nous ».
J'ai dû la lire 3 fois pour comprendre. Est-ce que tu peux Moi, nous... j'ai mis 3 fois pour l'écrire. Ah ouais, ah voilà, ça me rassure un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fonctionne dans ce cerveau qui fait que, voilà, le réel est... Alors, il manque un peu des trucs à la phrase pour bien comprendre le contexte. Ah oui, je pouvais pas... Donc l'idée générale, c'est pas simplement la relation qui existe entre le cerveau et la réalité. Moi, je fais partie des... Moi, je suis pas idéaliste. Enfin, je ne sais pas s'il y a des idéalistes ici qui considèrent, par exemple, que la réalité du monde dépend exclusivement de notre capacité à nous représenter le monde consciemment. C'est ça, être idéaliste. Bon, moi, je ne suis pas comme ça. Donc, je considère qu'il existe une réalité intrinsèque au monde. C'est-à-dire que même si je suis là avec vous et si je sors maintenant parce que je suis fâché, je vais continuer à penser, à croire que l'intérieur de cet amphithéâtre existe, même si je n'ai aucun contact sensoriel avec lui et je n'ai pas moyen de me le représenter. D'accord ? Bon. Maintenant, il est vrai que quand au cours de notre existence quotidienne et à cet instant ici, tout le monde, j'imagine, tout le monde a le sentiment que ce qu'il est en train de se représenter consciemment est réel. Quelqu'un n'a pas ce sentiment là ? Si quelqu'un n'a pas ce sentiment, il faut qu'il vienne me voir à la fin. Non, mais c'est pas grave, ceci dit. Moi, ça m'arrive des fois, c'est comme ça. Mais comment ça se fait que nous... Comment se fait-il que nous sachions que ce que nous faisons, dont nous faisons l'expérience est réel ? Comment sait-on ça ? Je laisse un blanc se faire ici. C'est tout un chapitre, hein, alors. Non, mais en fait, c'est une question qu'on doit se poser. Bon, et c'est ce que sont posés certains qui ont tenté d'expliquer les mécanismes de la conscience, enfin, du contenu de ce qu'on appelle la conscience phénoménale. Parce qu'il y a 2 types de conscience. Il y a l'état de conscience dans lequel on est, c'est celui dont je parlais tout à l'heure quand je parlais d'état de vigilance. Et puis, il y a le contenu de l'intérieur de notre sphère mentale qu'on ne peut pas partager avec autrui, mais qui est strictement la nôtre, en fait. Donc l'idée est la suivante, en fait, nous ne pouvons considérer que ce que nous sommes en train de percevoir est de manière consciente que si ce que nous percevons est reconnu par notre cerveau préalablement comme étant quelque chose de cohérent avec ce que nous imaginons de la réalité. Tout le monde a bien suivi ? Non, mais je vais expliquer très simplement les choses. Là, par exemple, je te regarde, donc je te vois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une image qui se fixe, qui se forme sur ma rétine. Cette image qui se forme sur la rétine va se transformer dans un code, tu vois, comme tu disais, mais 2 codes, un mode continu et un mode discontinu. Et puis ça va produire une image, enfin ça va produire une structure d'activité dans mon cortex visuel et une image mentale. Bon, ça on pourrait dire, ben voilà, c'est comme ça que je sais que c'est réel que tu es en face de moi. Eh ben non, ça suffit pas en fait. Il faut aussi, et ça on le sait un peu de par l'organisation anatomique du cerveau, que cette image qui est formée là, dans le cortex visuel, qui est une image de ta personne, elle va être envoyée à une autre région du cerveau qui, elle, va confronter avec ce qui est déjà en place, comme c'est un peu le début de notre discussion, en fait, comme étant, ben, voilà ce que c'est qu'un visage humain, voilà comment est constitué un visage humain, et ça va faire confronter. Et une fois que cette confrontation dans les circuits de neurones va être reconnue mutuellement, à ce moment-là, l'image visuelle que j'ai de ta personne va pouvoir émerger à ma conscience. Donc ça veut dire que finalement, c'est notre cerveau qui... Je m'excuse de mettre toujours le cerveau en avant, mais c'est un peu mon métier, vous voyez. Donc c'est un peu l'idée générale, en fait, que notre cerveau va nous imposer quelque chose. Mais imposer, ce n'est pas forcément totalitaire. Alors j'avais préparé une petite diapositive. On peut passer la diapo ? Super. Alors il y en a certains qui connaissent peut-être... Alors si certains connaissent déjà l'échiquier d'Adelson, je voudrais qu'ils évitent de divulgacher le truc. Bon. Oui, là, c'est un échiquier. Alors, il y a un cylindre vert qui est positionné, et puis il y a 2 cases, A et B. Alors, je les ai moi-même taguées A et B. Hein. Et puis, et la question se pose, est la suivante. Laquelle des 2 cases, je ne parle pas des lettres, hein, mais ce qu'il y a dans les cases, la case A et B, laquelle est la plus foncée ? Est-ce que c'est la case A ? Qui pense que c'est la case A, par exemple ? Alors, qui pense que c'est la case B ? Hormis les personnes pensent que c'est la... Enfin, je ne sais pas, mais enfin, je pense lui qui voit que c'est la case B, c'est un farceur parce qu'il a déjà vu le truc. Donc en fait, quand on voit cet échiquier, enfin, moi je présente cet échiquier devant mes étudiants, par exemple, à Sorbonne, et ça marche toujours très bien, en fait. Et il y en a même certaines qui ne me croient toujours pas, en fait. Non, mais je me suis fâché avec eux presque. Hein. En fait, la case A et la case B sont rigoureusement les mêmes. Mais nous ne sommes pas capables de les voir identiques. Parce que, en fait, on a construit une image d'un échiquier avec une alternance de cases blanches. Ça, c'est mon interprétation, celle que je développe dans le bouquin aussi. Je fais un peu de pub puisque tu n'en fais pas, je fais à ta place. Donc, en fait, on a le... Non, je rigole. Donc, on a cet échiquier qui est représenté dans notre cerveau.
Et notre cerveau, une fois qu'il a construit l'image globale, mais pas les détails, mais l'image globale de l'échiquier, il ne peut pas se défaire de cette image. Alors j'ai même un truc pour vous prouver. Regardez bien, je vais faire glisser un petit carré de la case A vers la case B. Regardez bien. Et, regardez, hop, vous avez vu? Alors on pourrait croire que, vous savez, on le voit au début, on le voit à la fin, c'est pas le même. Je vous jure, je suis nul en informatique, je suis incapable de truquer un truc qui se déplace sur un fichier PowerPoint. Hein. En fait, le A et le B sont rigoureusement les mêmes. Maintenant, faites-moi confiance, je vous assure que c'est la même case en fait, A et B. Et vous le savez, ok? Donc le sachant, est-ce que vous les voyez identiques? Non. 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 Eh ben, c'est ça le problème du cerveau, en fait. C'est que, en fait, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le cerveau. Tu vois, ça te dérange, ça, tu n'aimes pas trop cette image? J'ai envie de pleurer. Non, mais en fait, il ne faut pas pleurer. Mais en fait, j'ai pire. Hein, mais J'ai des mouchoirs éventuellement. J'ai un truc bien pire que ça, mais je n'ose pas le montrer. Ça peut déclencher des crises d'épilepsie. Je vais pas le faire. Non, bah non, on va éviter. Donc là, quand on voit ça, vous les connaissez? Non. Quand on voit ça, on se dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, ce qui me dérange là-dedans, ce n'est pas que l'on puisse voir A et B, A plus foncé que B. Ça me va, on peut l'expliquer. Mais par contre, quand on le sait et qu'on n'arrive pas à se défaire de l'idée, ça, c'est plus problématique. Ça veut dire qu'en fait, il y a une sorte de, je vais dire un gros mot, une sorte de réalité transcendante du cerveau qui s'impose en fait à notre capacité de nous représenter mentalement et consciemment la réalité. J'ai répondu à ta question. Absolument, absolument. Et comme tu as répondu à toutes mes questions, et Julie aussi, maintenant peut-être pourriez-vous répondre tous les deux aux questions du public, si vous en avez. Voilà, alors il y en a déjà une là devant, les micros vont commencer à circuler. Sinon j'en ai plein d'autres. Hein. Bonjour. Le micro n'est pas allumé? Vu qu'on est là, vous êtes dans le noir et je vous vois pas, on vous voit pas en fait. Là, vous m'entendez un peu mieux? Oui, on vous entend. Je vous entends, mais je vous vois pas. Okay. Juste en face. Merci pour votre intervention. C'est une question que je pose aux deux intervenants. Je trouve que le thème de la conscience dans la littérature et la science-fiction plus particulièrement est traité en masse. Et c'est écrit conscience avec un grand C, comme une unité unie et absolue. Et je voulais savoir, de par votre métier de chercheur et d'écrivain, si vous pensez que la conscience peut être une unité divisible, et si c'est le cas, est-ce qu'il y a un aspect de la conscience qui est peu ou pas assez exploré dans la littérature en général et la science-fiction en particulier? Merci. Merci à vous. Je vais me lancer. Des questions faciles. Hein. En fait, en écrivant ce livre-là, je me suis beaucoup posé la question, mais comment on peut définir la conscience ou la sentience? Et ma conclusion est assez déprimante, en fait. J'en suis venue à la conclusion que la conscience, c'est la capacité de souffrir. C'est vraiment ça, ma conclusion. Donc, est-ce que c'est divisible rendu là? Je sais pas. Mais c'est ça, fondamentalement. Donc, c'est cette capacité de ressentir la souffrance qui, selon moi, est une définition, en tout cas poétique, si on veut, ou littéraire de la conscience. C'est génial ce que tu viens de dire, parce que monsieur est toujours là? D'accord. En fait, parce que ça correspond, tu poses le problème de définir la conscience. Et il y a un physiologiste allemand et un philosophe du 19e siècle qui s'est posé cette question-là. Mais lui, en fait, il s'est posé cette question-là un peu comme nous, on peut se la poser, je parle des scientifiques aujourd'hui, c'est-à-dire quelle relation il existe entre le cerveau et la capacité de souffrance, par exemple. Parce que on peut, et lui, ce qu'il disait, il s'appelait Émile Dubois-Rémond. Donc Émile Dubois-Rémond, qui découvre les influx nerveux, il connaît une pathologie qui est très grave, qui est la douleur du nerf trijumeau. Je ne sais pas si vous connaissez cette pathologie neurologique qui crée des souffrances absolument épouvantables. Et on sait, ça on le sait par la médecine, par la neurophysiologie, on sait que cette souffrance est produite par des séquences d'influx nerveux. D'accord ? Et lui, il pose la question, là ça rejoint ton problème avec ça, il pose la question, mais quel rapport il peut y avoir entre une séquence d'influx nerveux et le sentiment intérieur de cette souffrance extrême produite par l'écrasement du nerf trijumeau. Et là, ça montre que non seulement on a un problème gigantesque pour définir la conscience,
en fait, on ne peut pas la définir. C'est un concept primaire qui se définit toujours avec une forme de tautologie. On va utiliser des mots qui préalablement impliquent de savoir ce que c'est que la conscience et ainsi de suite. Et l'autre problème, et là ça rejoint ce que disait Julie, c'est que finalement, même si on est comme moi un affreux matérialiste et qu'on considère que la conscience est une production du cerveau, on n'a aucune idée de la manière dont se fait la transformation ontologique de nature entre je vois des potentiels d'action dans le nerf trijumeau et je ressens intérieurement une douleur effroyable. C'est très étrange. En fait, ça paraît trivial ce que je dis, un peu banal, mais c'est un des mystères, enfin, de mon point de vue, un des plus grands mystères à la fois de la science, et c'est un défi pour la science-fiction, parce que je pense qu'il n'y a que le cerveau créateur de Julie ou d'autres qui seront capables de répondre à un tel dilemme. Enfin, ça, c'est un vrai... On a répondu à votre question ou on a dégagé complètement sur le... Ça va? D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Oui, bonjour. oui, où êtes-vous? Est-ce que vous pouvez... On m'a donné un micro. Ah oui, vous êtes là. Je suis là. Bonjour. Bonjour. Je vais essayer de ne pas être trop long, je me rassois parce que c'est un sujet qui me passionne, donc je vous remercie. J'ai bien écouté ce que vous disiez sur les 200 millisecondes ou même les 10 secondes où notre cerveau peut anticiper en fait notre réaction avant la prise de conscience. Et moi, je me disais qu'au contraire, enfin, j'avais une autre façon de voir les choses, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, c'est que nous serions ce cerveau qui crée de l'idée avant la conscience. C'est vraiment ça que nous sommes. Et là où on fait une erreur, c'est sur ce qu'est notre conscience, ou ce qu'est notre attention. Finalement, qu'est-ce qu'elle est cette attention, et qu'est-ce que nous sommes capables de faire en dehors de l'attention. Parce que je prends souvent l'exemple du somnambule qui a les yeux ouverts, qui peut descendre un escalier, ouvrir des choses, enfin il peut faire plein de choses, donc complètement inconsciemment. Je prends l'exemple de la conduite automobile, où par moment on est déconnecté de la conduite, notre cerveau est sur autre chose, nous avons conscience enfin on discute de sujets et d'autres, et puis on oublie complètement la conduite. On se dit tiens, on est déjà là, mais en fait je ne me suis pas rendu compte que j'ai conduit pendant 5 minutes. Donc cette façon de voir les choses, que nous serions ce cerveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire sans l'attention? Qu'est-ce que l'attention? C'est pour moi une vraie question. Je crois que les scientifiques encore aujourd'hui se demandent si la conscience n'est que l'attention. Est-ce que l'attention qu'on définit d'ailleurs assez facilement, hein, je crois qu'on est d'accord là-dessus, on est attentif à quelque chose quand on peut le décrire. Voilà. Dans l'exemple de la conduite, on peut pas décrire ce qui était arrivé. Bon, donc encore une question facile, n'est-ce pas? Absolument, Merci. mais il n'y a qu'un public de très haute mais qualité. en fait, ici. la relation qui existe entre... Alors, ça, c'est une des théories, de mettre en avant, si j'ose dire, symboliquement, mais aussi d'un point de vue neurophysiologique, l'attention devant la conscience. Bon. Le fait est que le problème de la conscience, en fait, c'est que, par rapport à votre question, mais je ne voudrais pas m'éloigner, mais c'est comme ça que j'ai compris votre question. En fait, le problème de la conscience dans ce cas-là, dans ce que vous avez dit, c'est à quoi elle sert, en fait? À quoi sert-elle? Imaginons, on peut faire une petite expérience de pensée, on a le temps, c'est pas très long. Parce qu'on est aux Utopiales, donc vous avez tous vu Star Trek, j'imagine, bien sûr. Star Trek, vous connaissez Star Trek, la série Star Trek? J'ai eu peur, là. Qui n'a pas vu Star Trek? Mais j'ai pas tout vu, Star Trek. Non, vous blaguez. Mais c'est un petit peu Il se moque de moi, c'est ça? daté, peut-être? Ah, c'est daté? Elle est en train de me traiter de V, Non, 3 pas petits du tout. points, C, 3 petits points. Mais c'est pas grave, hein, ça me dérange pas. Je suis suis fier. moi-même pas très jeune. Non, mais il y a des nouveaux films Star Trek, hein, C'est des vrai. années 2000. Alors, c'est nul, mais c'est pas, ça existe quand même. Donc imaginons, excusez-moi cette digression. Imaginons, alors si vous avez vu Star Trek, vous connaissez la téléportation? Oui. Ah oui. Ah, tu connais la téléportation, mais pas Star Trek. Bah Bon, oui. alors, la téléportation, on va téléporter un être humain et l'être humain va se retrouver identique à lui-même à un autre endroit. Bon. En général, la téléportation, ça fonctionne bien. D'accord? Donc l'être humain est là intégralement et on récupère. Il y a une image De Spock. de Spock. Enfin, vous ne l'avez pas, mais moi, je l'ai. Si vous l'avez? C'est bien ça. Et alors, maintenant, la question, c'est une question pour répondre à votre question, monsieur. Imaginez qu'on réalise la téléportation, donc on va avoir exactement le même humain, physiquement, mais il y a un truc qui a déconné, qui n'a pas fonctionné pendant la téléportation, c'est la capacité des neurones à produire de la conscience. Imaginez le truc, et juste imaginez cette situation-là, d'accord?
Donc vous allez avoir un être humain qui est rigoureusement identique, mais quand je dis rigoureusement, c'est-à-dire on prend tous les atomes, ils sont au même endroit, etc. Mais il y a une propriété émergente, on ne sait pas comment elle fonctionne, qui a disparu pendant la téléportation et qui fait qu'on a un être humain qui est le même, mais qui est sans conscience au sens phénoménal. Il a les états de conscience dont on parlait tout à l'heure, ils sont là. La question se pose, et là c'est moi qui vous la pose, monsieur, c'est est-ce qu'on pourrait discerner cet être humain téléporté sans conscience phénoménale avec l'être humain d'origine? Je vais donner ma réponse à moi. Ma réponse est non. En fait, on ne pourrait pas discerner les deux parce que celui qui a été téléporté, qui est sans conscience, il aurait exactement, rigoureusement les mêmes comportements que l'autre, il répondrait de la même manière. Tout ce que nous verrions, nous, de l'extérieur par rapport à lui, de l'extérieur, je dis bien, serait identique, même s'il serait, je dirais, métaphysiquement vide, c'est-à-dire qu'il n'aurait aucune intériorité, aucune capacité. D'ailleurs, même la question ne se poserait même pas pour lui, il serait vide d'un point de vue phénoménal, mais il aurait exactement les mêmes comportements, les mêmes intentions apparentes, d'accord ? Et il serait indiscernable d'un être humain. Donc, pour répondre à votre question, moi, c'est ma théorie, je sais qu'elle n'est pas partagée par beaucoup, mais j'essaie de tenter de le démontrer dans mon livre, la conscience est un épiphénomène. En fait, ça ne sert à rien. C'est un sous-produit en fait, du cerveau qui a été sélectionné au cours de l'évolution, qui a fait que ça nous a donné une intériorité. Mais si cette intériorité n'existait pas, je prends le pari, et je donne des exemples dans mon livre où ça arrive pathologiquement, dans certaines maladies, la kinésie psychique par exemple, ou certaines formes d'épilepsie. Et même si cette intériorité n'existait pas, je pense qu'on serait même réunis en ce moment pour en parler. Vous voyez le truc? C'est bizarre, hein? Et y a-t-il une dernière question? Il y a plein de... Ah oui, vous êtes là, monsieur, devant. J'ai besoin de 1 ou 2 minutes pour formuler. On n'en a plus que 4. 4 minutes? Ouais, en tout. Donc je suis évidemment... Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se dit, mais je ne suis pas du tout neuroscientifique. Les exemples que vous prenez sont des exemples photographiques qui constatent des choses à un moment donné, y compris les 10 secondes qui précèdent une prise de conscience. Moi, je voudrais parler d'un continuum et qui serait assez propre de la conscience pour moi. C'est-à-dire, alors dans ma vie, il m'est arrivé de faire beaucoup, par exemple, de méditation. Et j'ai vu ma vie évoluer. Si j'étais déterminé, ma vie n'aurait pas évolué. J'aurais des mécanismes qui se répéteraient. Pour moi, la conscience, c'est ma capacité à voir et à concevoir ce que je pense et à faire évoluer les décisions que je prends. Si j'étais déterminé, il me semble qu'il n'y aurait pas cette évolution et cette capacité à faire des choix, c'est-à-dire à décider de mon libre arbitre et donc de façon non déterminée. Oui, alors je pense qu'il y a... Je pense que si vous n'avez pas bien compris, c'est peut-être parce que je n'ai pas peut-être détaillé le mot déterminé. Déterminé, ça ne veut pas dire qu'on est fixé dans une sorte de destin immuable. C'est pas ça que ça veut dire. Déterminé, je l'utilise là dans un concept qui est plutôt celui de la physique, dans le sens déterministe, avec une chaîne de processus de cause à effet. Tout ce que vous dites, je suis d'accord en fait. Le seul point de désaccord qui pourrait exister entre nous, si tant est qu'il existe réellement, c'est que quand vous parlez de méditation, quand vous parlez de changements qui s'opèrent dans votre sphère mentale, des progrès que vous réalisez, etc. Mais qui va nier une chose pareille? Par contre, le seul, mais ça c'est peut-être un biais de ma part, un biais cognitif, culturel, tout ce qu'on veut, intellectuel, mais moi, mon point de vue, il est de dire, ok, ces changements s'opèrent, votre personne avec un grand P évolue au cours du temps, le continuum, il est toujours là. D'ailleurs, sans continuum, il n'y a pas de conscience d'ailleurs, hein. Donc ce continuum est là, il existe, il se perpétue de manière continuelle, sauf que, ce n'est pas un sauf privatif, hein, c'est un sauf de détail du phénomène. Sauf que tous ces phénomènes qui s'opèrent en vous, sont des phénomènes, je parle au niveau mental bien sûr, sont des phénomènes qui sont déterminés préalablement, mais pas au sens déterminé fixé, qui sont déterminés causalement par de l'activité neuronale. Et ça, vous savez, on peut le prouver, hein, ça c'est pas un truc en l'air. Hein. Depuis 1909, c'est vieux, un neurochirurgien qui a pour la première fois mis des électrodes dans un cortex humain et il a fait une toute petite stimulation électrique d'une toute petite zone du cortex. Et paf, le sujet qui stimulé a ressenti quelque chose. Quand il a fait ça, il a ouvert une porte terrible en fait. Il a montré, enfin c'est la manière que j'ai d'interpréter cette expérience-là, qu'il existe une relation de cause à effet entre le fait d'activer des neurones, c'est un fait,
et le fait de produire une sensation. Et là, on est rentré dans un monde, mais je ne dis pas qu'il sera le même dans des siècles et des siècles, on aura compris sûrement beaucoup plus de choses, bien évidemment. Mais là, pour l'instant, on est dans un monde qui est construit avec de la causalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne contredit pas ce que vous dites. Je ne pense pas qu'on soit vraiment en désaccord. C'est juste ça, quoi. C'est le point de départ. Donc, notre existence, elle évolue. Il y a un continuum existentiel, mais il y a aussi un continuum mécanistique qui est toujours un peu avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je vois les choses. Je ne pense pas qu'on ne soit pas d'accord, en fait. Vous vous expliquerez à la sortie. On va se battre. Ah, non, s'il vous plaît. Pas de violence. Écoutez, merci beaucoup. Je voulais juste revenir, Julie, sur ton roman qui quand même se base sur un type qui code un logiciel qui détecte selon les situations quand il est approprié de sourire ou pas. J'ai trouvé cette idée absolument géniale. Donc, jetez-vous sur La Vallée de l'étrange, le livre de Julie, et sur Le cauchemar de Descartes, le dernier livre de Stéphane. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été autant de conscience dans cette salle pour écouter cette conférence. Merci à vous. Merci.